Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, aux conseillers municipaux qui sont là, et puis aussi au vice-président Lionel Coiffard, qui est délégué aux déchets, vice-président délégué aux déchets à la métropole de Grenoble, qui s'appelle Grenoble-Alpes Métropole. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne de la ville YouTube. Vous pouvez normalement, si vous êtes bien connecté, normalement vous avez accès au chat. Et ceux qui ne l'auraient pas et qui seraient restés sur la page connectée du conseil municipal qui a eu lieu tout à l'heure, qui a commencé tout à l'heure, il faut recharger la page et apparaîtra à ce moment-là la conversation. Donc, pour rappel, l'heure citoyenne, eh bien, c'est une heure de réunion publique. Et du coup, c'est une heure de réunion publique, de discussion, d'échange sur un thème en lien avec la vie de la commune. Alors, à chaque conseil municipal, nous avons une heure citoyenne. Nous avons déjà eu beaucoup de thèmes. Et ce soir, nous allons traiter la question de la gestion, de la politique de gestion des déchets. Alors, vous pouvez suivre cette émission comme à la radio, en écoutant sur Internet. Et puis aussi, cette émission est enregistrée et elle pourra être regardée par la suite en replay, la réécouter. Et à ce moment-là, vous pourrez revenir sur les documents qui seront présentés. Et donc, pour ceux qui sont à distance, vous pouvez réagir. Donc, deux manières de réagir, de poser vos questions ou donner vos commentaires ou échanger avec les élus. Soit en utilisant le chat de YouTube, soit par téléphone. Et donc, le téléphone est affiché à l'écran. C'est 04 76 41 69 75. Donc, vous aurez un charmant standardiste qui vous recevra et qui prendra vos questions et les reportera à l'antenne. Il s'agira de Monsieur Pourret. Voilà. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par une présentation qui va se faire donc à deux voix entre le vice-président et de la métropole, Lionel Coiffard, et la maire adjointe chargée de la transition écologique et de l'environnement à Mélan, Marie-Odile Novelli. À vous la parole. Le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les déchets représentent un enjeu environnemental qui paraît sans fin, qu'il est d'ailleurs, mais qui est très important, et c'est à la fois un enjeu local et un enjeu planétaire. Il est local parce que des habitants nous interpellent sur des débordements de déchets dans l'espace public et ils cherchent à savoir qui de la ville ou de la mairie est concerné par le sujet. C'est pourquoi, cela a été dit, nous serons deux pour répondre à vos questions. Lionel Coiffard, vice-président représentant la métropole chargé de la prévention, de la collecte et de la valorisation des déchets, et moi-même, donc, maire adjointe à l'environnement, à la transition écologique pour Mélan. Alors, c'est sans conteste aussi un enjeu planétaire majeur parce que nous vivons très au-dessus de la capacité de la planète à produire les biens que nous consommons pour les jeter peu après, et très au-dessus de la capacité de la planète à absorber les déchets et la pollution que nous produisons. Le jour où nous dépassons ces capacités a lieu de plus en plus tôt chaque année, actuellement à la fin du mois de juillet de chaque année. À la fin du mois de juillet de chaque année, donc nous avons tout consommé et donc nous vivons à crédit sur le plan écologique le reste de l'année. Un exemple emblématique, j'en prendrai un seul, c'est celui du plastique, de la gabegie du plastique. Là où les habitants des pays occidentaux, il y a 40 ans, vendaient les papiers journaux et revendaient en quelque sorte l'emballage en verre qui était consigné, celui des bouteilles, nous avons aujourd'hui des plastiques omniprésents, des bouteilles, du film plastique, des barquettes, etc., majoritairement non recyclés. Et donc le plastique est vraiment une source de pollution majeure depuis l'extraction du pétrole pour le fabriquer à son transport et jusqu'à l'accumulation de ces restes dans les rivières, dans les océans, sous forme de microplastiques qui sont naturellement dégradés ou sous forme, en partie, ou sous forme de microbilles plastiques issus notamment des cosmétiques et qu'on retrouve partout, y compris dans la chaîne alimentaire.
Alors, produire puis jeter alors que les ressources ne sont pas inépuisables et qu'elles se raréfient, tout en augmentant les pollutions et l'effet de serre, c'est quand même ce qu'on appelle un système absurde. Et il est un peu illustré par le schéma que vous avez à l'écran, qui est donc une pyramide inversée, c'est-à-dire que ce qu'on pratique le plus, l'incinération, et il y a peu de temps, c'était l'enfouissement. Bon, maintenant, c'est vrai que ça tend à diminuer, est vraiment ce qu'il faudrait faire le moins, étant donné que dans l'idéal, là je fais référence à un travail qui a été fait par 3 Mélanais et un collectif d'associations en 2017, qui avait d'ailleurs été remis au vice-président de l'époque, en lien avec l'association Zero Waste. Donc. Et donc, ce qui compte le plus, c'est l'évitement, pas de déchets. Ensuite, le réemploi, on réemploie les déchets. Enfin, on recycle. Et puis, à la fin, tout à fait à la fin, on incinère. Mais on sait que les déchets ultimes, les réfiums, sont quand même des déchets très polluants et donc ils ne sont pas recyclables, qui sont dangereux. Voilà. Ayant dit cela, eh bien, je vais peut-être vous développer un petit peu ce qu'on peut faire localement. Et alors, localement, sachant que Lionel Coiffard, évidemment, va vous expliquer, il y a matière à parler de ce qui se fait dans l'agglomération. Donc, la commune a en charge la propreté urbaine, c'est-à-dire notamment les corbeilles de rue, l'application des lois nationales et européennes. On a beaucoup de lois françaises qui viennent des réglementations européennes. Par exemple, l'application de la réglementation européenne de 2018 qui demande de recycler les biodéchets avant 2024 et de recycler 65% des déchets municipaux avant 2023. Ceci a d'ailleurs été transposé, pour ceux qui ont suivi, dans la loi AGEC, c'est l'économie circulaire, de 2020 en France. Et puis, pas encore appliqué, mais effectivement décrété plus haut, un peu plus tôt, c'est le décret 5 flux, depuis 2016, est censé s'imposer aux professionnels, et demandant, vous l'avez ça s'affiche, vous avez des petits dessins sur la diapositive, donc vous voyez, demandant de trier à la fois le papier carton, le métal, le plastique, le verre et le bois. On est en charge aussi à Mélan comme ailleurs de l'organisation du tri des déchets démarchés sur le sol communal. Jusqu'ici, ça n'avait pas été fait, mais voilà, on vous en parlera. Je vous en parlerai à la fin, après avoir donné la parole à Lionel Coiffard. Et puis, sachez aussi que la commune est responsable de ses propres déchets, que ce n'est pas rien, puisque pour la commune, c'est un enjeu à 86 000 € chaque année, et cela comme toute entreprise. Voilà, donc Lionel va vous expliquer un petit peu quels sont les rôles importants de la métro. Bonsoir à toutes et tous. Donc oui, une curieuse répartition des rôles a été établie entre les métropoles et puis les communes de la métropole. C'est un choix politique qui a été réalisé. Donc les communes s'occupent de ce qu'on peut généraliser à propreté urbaine et la métropole s'occupe de la valorisation des déchets ou de leur élimination, comme Marie-Odile l'a exposé au début. Alors tout ça a été pensé après sans doute des décennies de gestion courante. On ramassait les poubelles, on les gérait aussi bien qu'on pouvait le faire avec les outils de l'époque. Tout ça a été pensé et donc un schéma directeur dans le jargonnage d'une métropole, c'est une bible de 800 pages qu'on m'a remis quand j'ai pris mes fonctions, essaye de réfléchir par dizaines d'années à ce qu'on va faire pour pouvoir atteindre des objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés. Et les objectifs principaux sont devant vous sur cet écran, c'est-à-dire qu'on veut diminuer cette fameuse poubelle dont Marie-Odile a dit la triste destination, c'est-à-dire l'incinération. On veut la diminuer quasiment de moitié. Et pour faire cela, on veut transférer ce qu'il y a dedans en grande partie dans la poubelle de tri ou dans les dispositifs de tri, puisque selon les territoires, tout le monde n'a pas une poubelle verte et jaune à proximité de son domicile. Et en plus de cet objectif de transfert, donc on quitte l'incinération de la poubelle grise vers des modalités de tri, on s'est fixé un objectif collectif, c'est au métropolitain qu'on assigne l'objectif, de réduire de 20% globalement la quantité des déchets. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de quantité? C'est l'écran suivant. Comme c'est pas moi qui pilote, voilà, merci. Donc en fait, on a commencé par mesurer, c'est assez simple puisqu'on ramasse les poubelles.
Donc on les pèse dans les camions à l'entrée du site de traitement. Et on arrive aujourd'hui à une moyenne de 460 kilos par an et par habitant, bébé compris. Ce qui fait que j'ai extrapolé pour donner une illustration à une petite famille, c'est à peu près entre 890 kilos et 1 tonne par an et par logement. Selon la composition de la famille, on n'est vraiment que dans des moyennes. Ça, c'est l'ensemble des déchets. Donc la poubelle, les déchetteries et ce qui est ramassé dans les dispositifs de tri. Au total, on est à plus de 200 000 tonnes par an sur la métropole de Grenoble, les 49 communes, les 450 000 habitants. Dans cette répartition, vous voyez, non, juste un petit peu avant, vous avez été trop vite, merci, il y a la poubelle ordinaire, 180 kg, c'est celle-là qu'on veut faire fondre de moitié pour amener dans les poubelles de tri qui ne pèsent que 90 kg. Vous voyez le transfert qu'on essaye de faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? L'écran suivant. On a des solutions pour à peu près tout aujourd'hui et on a donc la poubelle résiduelle, donc la poubelle grise qui termine à l'incinérateur, qui est heureusement à Grenoble, c'est pas le cas partout dans toutes les métropoles, valorisée en énergie, c'est-à-dire que ce qu'on brûle permet de chauffer le fameux réseau de chauffage urbain qui est en plein développement en plus sur votre territoire. Ça représente encore un peu 40% de ce qu'on fait et il faut qu'on le baisse. Les poubelles de tri, elles, ne représentent que 20%, il faut qu'on les monte. On a choisi de commencer à trier différemment les biodéchets, les déchets alimentaires, 7%, il faut qu'on monte aussi. Et au final, il faut qu'on arrive à réduire chacune des strates, vous voyez, les encombrants dans les déchetteries avec des filières industrielles qui sont derrière, qui se mettent en place, qui sont un peu en retard sur, par exemple, le carton, c'est un peu en retard en France, mais ça se met en place quand même. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix valoriser ? Parce que Marie-Odile en a dit quelques mots, mais je vais quand même réinsister là-dessus. Écran suivant. Voilà, ce qui se passe dans l'incinérateur, c'est contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait en avoir, quand on brûle pas tout, mais s'il n'y a rien de nouveau, c'est comme pour une cheminée, il reste de la cendre. La cendre de l'incinérateur, c'est 20% du poids des déchets. Comme on est sur des centaines de milliers de tonnes, en fait, c'est 30 000 tonnes qui n'est pas brûlée, enfin qui est brûlée, mais qui reste sous forme de cendre. Et à l'intérieur de cette cendre, vous avez tous les composants chimiques, pesticides, produits de vaisselle, produits, tout ce qu'il y a de plus sale aujourd'hui qui est contenu dans cette poussière. Cette poussière, pour l'instant, on ne sait en faire que des dessous de route. Et encore partiellement si elle n'est pas trop contaminée. Mais il y a pire, il y a les fumées de l'incinérateur que vous ne respirez pas parce qu'elles sont filtrées dans l'installation. Et ça, c'est 3%, c'est 5000 tonnes. Et alors ça, c'est comme les déchets nucléaires. On ne sait strictement rien en faire et on va les enfouir actuellement dans les mines de sel abandonnées allemandes. Toute l'Europe fait ça, hein, c'est pas Grenoble. Hein. Voilà, donc du coup, il faut à tout prix qu'on arrive à sortir de ce système. Et c'est pour ça qu'on a lancé la reconstruction, je ne vais pas le développer, mais la reconstruction de la grande usine, de manière à ce qu'elle puisse traiter plus, être plus efficace, brûler plus d'ailleurs. Hein. Et puis aussi la reconstruction qui est en cours, que vous avez sous les yeux en tant que riverain quasi proche, du centre de tri qui, lui aussi, n'est pas capable de trier davantage. Il y en a un, de centre de tri, mais il est à son plafond. Et donc, le nouveau centre de tri que vous voyez, la belle vue du futur bâtiment, lui, va pouvoir à peu près trier 40 à 50% de plus. Donc, ça nous permet de faire la bascule que je vous ai évoqué tout à l'heure. Tout ça a des coûts qui sont relativement importants, 50 millions pour le centre de tri et 200 millions pour le nouvel incinérateur plus performant que nous co-gérons avec d'autres intercommunalités. Voilà. Et la troisième installation, et la dernière de ma première partie d'information, c'est que nous avons aussi un dispositif de compostage industriel qui est assez magique. Je pense qu'on pourra reprendre prochainement les visites de ce centre pour les gens qui sont intéressés par ça. C'est un bâtiment de 100 mètres de long dans lequel tous les déchets alimentaires que nous commençons à trier à la source
vont actuellement. Et vous voyez que dans la fameuse poubelle individuelle, en fait, 30% de cette poubelle contiennent ces déchets alimentaires. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait un enjeu séparé. C'est 60 kilos par an par habitant, toujours en extrapolant. C'est pas loin de 200 kilos pour une famille par an et par habitant, alors qu'il s'agit de déchets alimentaires qui sont compostables et donc qui peuvent retourner à la terre. C'est comme si on brûlait de la terre, en fait, quand on brûle les déchets alimentaires. C'est pour ça que nous arrêtons les anciens systèmes et que nous avons basculé dans ce dispositif. Je redonne la parole à Marie-Odile. Alors voilà, Lionel vient de nous parler des déchets, essentiellement des déchets ménagers, qui sont le cœur de métier de la métro. Et la commune intervient aussi, et elle intervient avec, alors à la fois sur ses propres équipements, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, sur les enjeux de compost, sur les enjeux dans tous les équipements, j'ai peut-être pas la peine que je détaille, par la mise en place de poubelles jetteries, puisque j'ai expliqué qu'on avait du retard dans le tri aujourd'hui en France. Depuis 2021, depuis cette année, nous collectons les masques à la fois au CCAS et dans l'hôtel de ville. Et il s'agit en fait de recycler du plastique. C'est une des formes de recyclage du plastique. Il y a également la collecte des papiers dans les écoles avec une entreprise d'insertion, comme pour les masques, c'est une entreprise d'insertion que nous faisons travailler. Un projet seulement de collecte spécifique des cartons, puisque c'est vrai que c'est dommage, on est en retard sur ce plan-là en France. Une politique d'achat vertueuse qui consiste surtout à essayer d'éviter les achats inutiles et à favoriser la mutualisation, le réemploi, etc. Donc là, ça se joue dans le cahier des charges, en fait, en amont donc des achats. Et puis l'objectif qui est clair, qui est de tendre vers un zéro plastique à usage unique pour tout type de manifestation communale. Insister davantage sur la reprise par les fournisseurs des déchets liés à leurs produits, inhérents à leurs produits. Et puis en informatique, donc recycler, reconditionner pour un usage solidaire. Là, on est sur un exemple non pas de recyclage avant tout, mais de réemploi. Parce que quand même, on a majoritairement des actions, si j'analyse, de recyclage. En lien avec la métropole, donc il y a le marché alimentaire. Alors là, c'est un sacré sujet, mais il s'agit de passer enfin au tri en enfermant le bac des tout venants. Et donc, le scoop, c'est que ça vient de se passer. Les bacs du marché des Éghinards est aujourd'hui fermé et les gens vont trier. Ça vient de se passer il y a quelques heures, donc voilà. Donc à suivre, il y aura une phase d'expérimentation. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Je ne vais peut-être pas détailler l'ensemble des projets, mais il y en a quand même un nombre assez important. Il y a des tests aussi. Évidemment, le compost, donc ça c'est une poursuite parce qu'il y en a quand même pas mal à Mélan de compost. Dans les opérations de déconstruction, évidemment, il s'agit de favoriser le réemploi des matériaux. Et puis, concernant les parcs et les marchés, mis à part le test que je viens d'évoquer, donc concernant les marchés qui va se préciser sur tous les marchés de Mélan, sauf le zéro déchet des béalières, et par définition est déjà zéro déchet, eh bien nous avons lancé le test des poubelles de tri dans les parcs, donc il est positif, donc on va progressivement le déployer sur toute la commune année par année. Et puis nous avons aussi la mise en place, nous avons réalisé ça à l'automne, donc un kit ramasseur de déchets du citoyen. Donc il s'agit pour le citoyen de joindre François Carrier, donc par mail ou par téléphone, de réserver le kit et puis qui est mis à disposition par la commune. Il s'agit des pinces, il s'agit de sacs, il s'agit de gants. Voilà. Voilà Lionel, à toi. Eh bien, donc j'ai résumé là sur cet écran en fait tous les dispositifs que la métropole a mis en place depuis longtemps ou récemment. Donc les poubelles, les deux systèmes de poubelles. À noter que la collecte des verres s'exerce comme ailleurs partout de la même manière avec des bornes spécifiques. Ça marche très très bien. On est dans un exemple qui est intéressant pour ce que je vais développer maintenant parce que pour l'instant, nous collectons le verre qui, globalement, vous vous en doutez, est brisé à l'intérieur de ces bornes de collecte. Donc, en fait, il ne peut être réutilisé qu'en étant refondu, ce qui signifie deux choses.
il va être transporté une première fois pour être rassemblé dans un coin de l'agglomération. Il va être chargé dans des camions, il va partir vers une destination de fonderie, et dans ces fonderies, ils vont refaire de la pâte à verre et qui fera de nouvelles bouteilles qui vont revenir en camion jusqu'à notre agglomération. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on voit que c'est un modèle qui fonctionne très bien depuis très longtemps et on collecte énormément de quantités. Par contre, c'est un modèle qui n'est plus du tout compatible avec la société bas carbone vers laquelle on se dirige. On ne va pas pouvoir continuer à déplacer autant de matières, très lourdes qui plus est, sans arrêt pour pouvoir en refaire l'objet initial. Du coup, nous cherchons des solutions de réemploi ou de réusage qui nous éviteraient, pas forcément 100% bien sûr, mais qu'une partie, peut-être 10, 15, 20, 30%, puisse être réutilisée sans être cassée et sans subir ce déplacement. Nous avons la poubelle marron, donc du déchet alimentaire que j'évoquais tout à l'heure, qui, elle, va arrêter, elle aussi, d'avoir sa fin de vie en incinération avec 20% de gaspillage, quelque part. Et puis, nous avons des collectes spécifiques comme les textiles ou les encombrants. Et c'est ce que je vais développer dans les points suivants. Je vais vous demander... voilà. Nous avons, je vais dire un mot aussi avant de développer, mais nous avons équipé les camions, c'est une interrogation que les métropolitains peuvent avoir. Vous avez vu apparaître des barcodes sur vos poubelles, sur les conteneurs, toutes les poubelles de toutes sortes ont ces barcodes, parce qu'en fait, nos camions nous permettent, vous voyez la notice, de noter la qualité de ce qui se passe dans la poubelle. Le ripper, les boueurs ouvrent la poubelle, ils regardent, très rapidement bien sûr, et s'ils voient des choses anachroniques, ils tapent 1, 2, 3 ou 4 en fonction de ce qu'il a vu, qui ne va pas. Et toutes ces informations nous remontent, ce qui nous permet aussi de voir si à tel endroit, tel immeuble, telle copropriété, telle maison individuelle ne trie pas bien ou ne trie pas du tout, par exemple, et sans qu'on soit très virulent, en tout cas, on se permettra maintenant d'envoyer des courriers aux personnes où on a noté qu'il y a absence de tri complet. Donc, puisque je vous disais qu'on essaye de trouver des solutions pour arrêter ce transport infernal dans tous les coins de l'Europe, de la France ou de la région, en fait, la métropole a choisi l'année dernière d'investir dans une nouvelle destination, une nouvelle usine qui n'aura pas la forme de l'incinérateur, qui n'a pas tout à fait encore de nom, mais qui pour l'instant s'appelle le pôle R, réemploi, réparation, recyclage, les 3 R, et dont l'objet est de sortir de tous ces tas de poubelles tout ce qui pourrait être réemployé directement. Alors ça, peut-être, ça peut faire hurler parmi les spectateurs, mais il y a aujourd'hui, dans ce que nous collectons dans les déchetteries, 10 à 15% de choses qui sont jetées en parfait état. On peut tous trouver que c'est aberrant, mais on va avoir du coup des objets quasiment neufs. Dans les textiles, c'est pareil, des textiles quasiment neufs. Donc notre idée, c'est de construire un endroit que vous voyez là, c'est une photo aérienne, c'est une ancienne usine de l'agglomération qui est au cœur de Grenoble, entre Saint-Martin-d'Air et le quartier Tesser, dans lequel on a 3 bâtiments, une grande plateforme, des quais, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer du volume, et dans lequel nous allons rapatrier tout ce qui arrive dans nos déchetteries qui a une valeur de réemploi, qui peut être réparé ou qui a une haute valeur de démantèlement. Alors, l'exemple que je vais donner, c'est la machine à laver. La machine à laver, vous en changez parce que vous voulez un autre modèle ou parce qu'elle est tombée en panne et que la pièce à elle toute seule correspond à la moitié du prix d'une machine à laver neuve. Aujourd'hui, cette machine à laver, elle part à la casse, elle va être démantelée pour récupérer les matériaux, les métaux. Dans cette usine, elle va être diagnostiquée, analysée, la pièce va pouvoir éventuellement être changée et on arrivera à une autre étape de magasin de seconde main. L'écran suivant. Voilà.
Donc tout ça, ça nous amène à distraire dans un premier temps 5000 tonnes. Alors 5000 tonnes sur 200 000, on va se dire tous ensemble que c'est peu, mais c'est un début d'une nouvelle chaîne de collecte où en fait nous cherchons à préserver ce que nous ramassons. Aujourd'hui, quand on va en déchetterie, on jette dans une benne. Donc globalement, à part si on a réussi à l'attraper avant que ça soit tombé dans la benne, l'objet est détruit définitivement et il peut être que valorisé par le démantèlement. Si par contre on arrive à faire une collecte préservante, on peut arriver à monter la chaîne vertueuse que je vous ai décrite dans notre usine. Donc nous voulons faire ça avec des matériaux, et ça a déjà été testé, et on va le généraliser dans l'ensemble de nos déchetteries, des préaux des matériaux, c'est-à-dire vous refaites votre salle de bain, il vous reste du carrelage, il vous reste des tuyaux, il vous reste de l'électricité, même des robinets que vous changez parce que vous préférez un nouveau modèle. Vous les amenez dans la déchetterie, mais dans la déchetterie, ça n'ira pas dans la benne, ça sera identifié et ça ira dans le site industriel du pôle Air. On est en train de le tester. Alors, je ne crois pas que ce soit en œuvre à Mélan. On le fait dans 4 déchetteries pour l'instant. Carrément un stand de réemploi direct. C'est la donnerie. Vous apportez des choses en bon état, vous les donnez, et ça, c'est immédiatement remis dans le circuit Emmaüs, Ozanam, la remise, différents organismes. Et il peut même y avoir des échanges de matériaux ou d'objets à l'intérieur de nos déchetteries, puisqu'il n'y a pas de raison non plus qu'on s'amuse à les transporter si quelqu'un d'autre arrive et dit « moi, ça m'intéresse, je veux le prendre ». La nouveauté, et je vais en conclure par l'introduction par cela, c'est la collecte des encombrants. Je sais que chez vous, l'habitude était de déposer dans des coins identifiés de la ville. En fait, nous avons un test depuis des années dans d'autres communes, je crois qu'il y en avait une douzaine, qui utilisaient non pas un coin, mais une réservation téléphonique. Et c'est le cas, par exemple, à Visil, où la dernière opération dont j'ai eu connaissance, il y a eu 40... Alors, c'était 3 fois par an seulement. On réservait, il y a eu 44 demandes. Il y a eu 77... donc il y a eu 44 familles qui ont demandé et il y a 77 mètres cubes qui ont été collectés de cette manière. Donc vous voyez l'illustration, il faut que les choses soient rangées, identifiées, tout se passe au téléphone avec l'équipe qui va venir avant, qui va dire voilà, ça vous pouvez nous le mettre comme ça, vous scotchez votre frigo par exemple par rapport à l'illustration, et du coup tel jour à telle heure devant le domicile, une équipe vient le récupérer et pareil, ça ira au centre de massification, l'usine Pôle Air que nous venons de créer, avec derrière toutes les filières pour qu'il y ait un réemploi en priorité dans l'agglomération, mais pas que, s'il y aura des filières où en fait on rassemblera au niveau régional un certain nombre d'objets pour pouvoir les réparer par exemple. C'est Marie-Odile ou moi? Non, c'est Solane l'a mise. Elle est intéressante parce que ça montre que les mélanés ne trient pas mieux que les autres, quoi. Et donc, il y a du souci à se faire. Moi, je peux la commenter aussi, mais tu nous as dit quand on t'a rencontré que, en fait, le pire est que lorsque dans les poubelles vertes, on met de l'alimentaire, et quand on met du verre, qui d'ailleurs est très dangereux pour ceux qui travaillent à ramasser nos déchets. Et donc, tu peux expliquer peut-être très brièvement, parce qu'on en termine. Voilà. Tout à fait. Donc, les erreurs de tri, vous voyez qu'elles sont statistifiées. Alors ça, c'est ce que je vous ai expliqué à travers le puçage des bacs et ce qui se passe avec les éboueurs qui codent les bacs. Et ensuite, parfois, on prend des échantillons, c'est-à-dire qu'on va vider un camion à Athanor dans une partie de l'usine, et on analyse plus finement et on pèse, c'est-à-dire que des gens à la main, à l'ancienne, retrient le camion de manière à pouvoir identifier ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que ces statistiques sont intéressantes, parce que ça nous permet de voir là où il y a des marges de progrès.
Alors là, on voit, moi j'ai pu accéder aux statistiques sur les 49 communes. On voit vos résultats. Il y a pire, il y a largement pire. Il y a des communes qui sont à 60% d'erreurs de tri. Mais ça doit pas influencer le jugement des uns et des autres. C'est-à-dire que chacun a des marges de progrès. Ceux qui sont à 60, il faut qu'ils arrivent à votre niveau de qualité de tri. Et vous pouvez faire des progrès. Donc, vous voyez, le vert, effectivement, est plutôt supérieur à la métropole, qui est à 26 et vous êtes à 36. Ça, c'est dans les bacs. Hein. Et par contre, vous êtes pas mal aussi sur la poubelle jaune, 38-47. Enfin, vous êtes à 47 pour 38. Et par contre, vous êtes au-dessus de la moyenne de la poubelle grise, ce qui signifie qu'il y a des gens qui trient bien dans votre ville et des gens qui n'ont toujours pas commencé l'acte de tri. C'est ça que ça montre, cette poubelle-là. Après, vous voyez nous appelons les erreurs de tri, les sacs gris, les déchets qui devraient être en déchetterie. Il y a beaucoup trop de gens qui mettent dans les poubelles de tri des objets qui pensent, nous ne pensons pas qu'ils font mal, hein, nous pensons ils pensent par exemple qu'un jouet en plastique peut aller dans la poubelle de tri. En fait, non. Ce que nous trions, ce sont les emballages. Ce ne sont pas le matériau plastique. Et le centre de tri ne peut pas trier des voitures en plastique. Il ne sait pas faire ça. D'autant qu'il y a un composeur métallique, il y aura un objet particulier. C'est pas valorisable. Il peut l'isoler dans un coin, mais on ne pourra pas en refaire du plastique, du matériau. Donc, du coup, la principale erreur, c'est le sac gris et les déchets destinés à la déchetterie. Vous voyez, 27 et 32. Le sac gris, il y a un double phénomène, c'est que dans certains cas, des gens ne font pas le tri, ne veulent pas s'embêter la vie en disant « moi, une poubelle, c'est une poubelle, je mets mon sac d'ordures ménagères dans la première que je trouve ». Dans d'autres cas, c'est des gens qui font très bien le tri, mais qui mettent leurs pots de yaourt et leurs emballages dans un sac. Mais qu'est-ce qui ressemble le plus à un sac qu'un autre sac ? C'est aussi basique que ça. À l'entrée du centre de tri, nous ne pouvons pas ouvrir tous les sacs que nous voyons pour vérifier si c'est 2 pots de yaourt ou si c'est la peau de banane. Voilà. Donc, le message, il est simple. Vous faites votre tri avec les pots de yaourt. Quand vous êtes devant la poubelle qui va sortir dans la rue, vous déchirez votre sac et vous mettez tout en vrac dedans, puis vous mettez le sac déchiré avec. C'est pas un très gros effort et ça, nous pensons que si on l'obtient, on va faire fondre le fromage à 27%. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et c'est normal, qui mettent leurs emballages dans un sac dans leur cuisine avant de descendre. Voilà. Alors, on s'adressera petit à petit. On a un message sur le verre, on a un message sur le sac, on aura un message sur les jouets. Parce qu'en fait, c'est relativement compliqué. Et soit on est passionné de la chose, c'est mon cas, c'est le cas de Marie-Odile ou d'autres élus de Mélan et d'ailleurs, soit il faut que ça soit vraiment évident et simple pour que les gens puissent se l'approprier. Merci. Donc voilà, merci, c'était très intéressant, la deux voix, ça permet de se rebondir. Donc on a pu voir la métro, la ville, voilà. Peu importe, c'est toute une politique globale qui est mise en œuvre. Donc on va peut-être prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà à l'oral parmi les élus ? Il suffit de prendre la parole. Sinon, on a des questions sur le chat. Donc, on a une question de Robert qui demande qui de la métro ou de la ville est responsable de la propreté et de l'entretien des lieux de regroupement des poubelles. Est-ce qu'on sait ça ? Marie-Odile peut-être ou Lionel. En tout cas, je ne sais pas qui est responsable de l'entretien des lieux de regroupement. J'ai vu faire la métro à côté de chez moi, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Oui, a priori, on est bien dans la
compétences de propreté urbaine, donc c'est la compétence des communes qui font le nettoyage d'une ville. Là où il y a une marge, c'est qu'à certains endroits, il peut y avoir des... Alors, nous, on entretient 2 à 3 fois par an les bacs qui restent sur l'espace public. Ça fait partie des compétences et des financements métropolitains. Et ensuite, il peut y avoir à certains moments des opérations de ramassage de sacs qui sont en trop et qui traînent autour de ce qu'on appelle les logettes ou les points de rassemblement de bacs. Logiquement, c'est les compétences municipales de faire l'entretien courant, de vérifier ce qui se passe, puisque vous êtes sur le terrain à proximité, ce qui est plus logique. Et dans le partage entre métropole et commune, c'est la règle officielle. Donc les camions de la ville passent pour nettoyer quand il y a des choses qui sont à côté ou être mises à côté. Du coup, c'est aussi le cas. C'est un débat que j'ai avec beaucoup de communes et je pense que les gens, légitimement, les habitants, lorsque vous voyez passer un camion poubelle et que parfois ils ne ramassent pas des sacs qui traînent autour, je comprends que des personnes puissent être choquées. Maintenant, je demande juste à ce que quelqu'un se mette à la place de ces éboueurs. Ils tirent entre 250 à 400 bacs à chacune de leurs tournées. Ce qui déjà génère énormément d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Si en plus on leur demande de se baisser systématiquement pour ramasser des sacs poubelles, eh bien ça a des conséquences que moi je mesure en tant que vice-président. Il se trouve que je siège également à la commission de réforme. C'est un joli nom pour quelque chose qui l'est moins. C'est-à-dire qu'il s'agit de réformer les accidents du travail et des maladies professionnelles. Et dans les éboueurs, il y a aujourd'hui à peu près 25% de l'effectif qui a ces maladies professionnelles qui sont liées à des gestes répétitifs quotidiens pour tracter les 210 000 tonnes que nous collectons. Du coup, leur demander de faire en même temps que tirer les bacs, de ramasser, de faire la propreté, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit une seconde équipe. Alors, ça pourrait être une seconde équipe métropolitaine qui fasse ça, qui passe derrière et qui fasse du nettoyage. C'est aujourd'hui la règle, la répartition, c'est que ce sont des équipes municipales qui doivent le faire. Mais franchement, je n'ai fait dans ma vie que 2 fois une collecte avec les équipes. Et j'invite tout le monde à suivre un camion pendant 5 minutes et regarder ce que font ces personnes et leur tirer un grand chapeau bas pour qu'ils le fassent bien et qu'ils ne se mettent pas en très grand danger aussi. Merci Lionel, c'est effectivement un travail pénible, tout le monde le sait. Il y a une question de Hugo 1334. Je crois qu'il y a un cabanon pour donner des objets en bon état dans la déchetterie de Mélan. C'était le cas, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Marie-Odile ? Je confirme, non, ça a été supprimé il y a plusieurs années, assez subitement. Je crois que la commune n'avait pas été informée. Ok. C'est le concept des donneries qu'on est en train de réorganiser en fait. Il y a eu des expériences de ce type-là, mais l'idée des donneries, donc on apporte des choses en très bon état ou les préaux du matériau, c'est ce concept. Ce qui nous manquait, je pense, et c'est peut-être pour ça que ça s'était arrêté, c'est qu'il nous manquait l'endroit où on peut rassembler tout ce qu'on collecte et le stocker correctement, le retrier, le nettoyer aussi tout simplement. Hein, voilà. Et donc c'est le pôle R que je vous ai décrit avec l'usine en centre de l'agglomération. Très bien. Et il y a des questions au téléphone aussi. Ilyes ? Oui, merci Philippe. Donc la première question, c'est un habitant de la Plaine Fleurie qui, suite à la mise en place des barrières de communication de la métro, il y a des encombrants qui sont toujours en place. Qui va ramasser ces encombrants et à quelle date ?
Donc, je l'ai expliqué parce que c'était une crainte, et c'est évidemment une crainte, et en plus on a le tuilage entre notre nouveau système qui va ouvrir le 1er février et puis l'arrêt du système actuel. Donc les services de la métropole vont continuer à ramasser les points. Alors c'est une particularité de votre commune, et en fait il n'y a que 4 communes qui ont ce système-là dans l'agglomération, de points fixes. Sinon, dans les autres endroits, c'était d'autres systèmes ou que les déchetteries et il n'y avait pas de système. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout ce qui est actuellement sur ces points, malgré le fait de notre communication, mais notre communication, pour qu'elle fonctionne pour le 1er février, il fallait qu'elle soit posée en amont et que donc beaucoup de gens soient informés. Donc, tout sera ramassé jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien et que les Mélanais, comme les autres métropolitains, aient basculé dans le système de réservation téléphonique à domicile. C'est ça, on va essayer de mettre en place cela, hein. C'est pas simple, c'est un changement, et donc il va falloir s'habituer et que chaque citoyen s'habitue, le temps d'informer tout le monde. Il y a aussi des questions, il y a une question de J'ai d'autres questions. Sitoka Modon. Les camions poubelles sont conçus pour s'arrêter souvent, pas pour venir depuis la Matésine, par exemple. Comment transporter mieux les déchets, par exemple, à Candérail sur Athanor? Ça, c'est une question pour Lionel. Oui, j'aimerais bien dire que je suis assez d'accord. Mais aujourd'hui, c'est pas envisageable de réinstaller les rails pour arriver à cette solution simplement, mais je pense qu'un jour on va y revenir pour des raisons économiques, hein, tout simplement. Donc effectivement, les camions poubelles de Loisan, de la Matésine et du Trièves viennent jusqu'à nous. C'est pas nous qui le gérons, hein, c'est leur communauté d'agglomération. La première étape, je pense, ça va être le changement de motorisation, et que les camions vont continuer, mais ce sera peut-être des camions hydrogène. On est aussi clairement, à cause de la ZFE, c'est un barbarisme métropolitain, la zone à faible émission, qui consiste en gros à anticiper la société post-carbone, après l'essence, quoi, hein, tout simplement. Donc on est aussi en train de réfléchir à des quais de transfert, c'est-à-dire que ces ordures qui viennent de plus loin, elles s'arrêteront par exemple à Vif, elles seront déchargées, et ensuite, éventuellement, elles monteront sur des gros camions ou pourquoi pas du ferroviaire pour s'approcher de l'usine centrale. Mais c'est une vraie question que pose ce spectateur ou ce citoyen il va falloir qu'on trouve ces solutions dans les 20-25 prochaines années. C'est clair? C'est ça. Il y a pas mal de questions aussi, avant de repasser la parole à Ilyes, qui concernent les poubelles marron. Donc, il y a une question de Marc qui dit quid des sites de compostage dans les copros après mise en place des poubelles marron? Est-ce qu'ils seront gardés ou développés, à supprimer? Il y a Edgar qui demande certains syndics ont arrêté l'utilisation des poubelles marron dans certaines villes car les habitants font n'importe quoi et ne doublent pas les sacs. Il y a aussi une autre question sur les poubelles marron. Non, c'est les deux qu'il y a. Donc, je pense que c'est pour Lionel. Oui. Alors, ce dispositif-là, on l'a mis en place il y a 3 ans, et puis on aura fini dans 2 ans. Pour l'instant, toute la métropole ne trie pas ses déchets alimentaires. Il y a encore, notamment le Grand Sud, Visil, où je suis, nous n'avons pas encore ce système-là. Il y a globalement peu de difficultés, mais les difficultés qui ont été évoquées, elles existent vraiment. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un met dans la poubelle marron quelque chose qui ne devrait pas y être, ça fait que on détourne objectivement cette poubelle et qu'elle ne va pas à l'incinérateur, qu'elle ne va pas au centre de compostage, donc elle retourne à l'incinérateur. Et donc il faut un temps. Et ce temps, je pense qu'il faut le comprendre et l'accepter. C'est 450 000 habitants, 230 000 logements. Forcément, il y a des choses qui ne se font pas facilement dans toutes les têtes. Tous les citoyens ne sont pas aussi sensibilisés.
Donc, on a une équipe de messagers. Lorsque on constate avec le syndic, la société de nettoyage, que ça ne va plus, on n'insiste pas. Et on reprend ensuite, immeuble ou copropriété ou par copropriété, pour que on réinstalle le système et que si on organise mieux, on va jusqu'à cette étape-là maintenant, on organise mieux le local poubelle. On s'est aperçu, par exemple, qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent parce que les gens utilisent la première poubelle parce qu'ils ont peur d'entrer dans le local poubelle. Donc, il faut que la poubelle de déchets alimentaires ne soit pas la première, parce que sinon, il y aura n'importe quoi dedans. C'est aussi basique que ça, mais on peut le comprendre. Hein, si c'est un enfant qui va jeter la poubelle, il ne va pas rentrer dans le local poubelle mal éclairé, pas très propre, odorant. Oui, et sur les composts mis par les copros, je pense qu'ils pourront continuer à exister parce que tout ce qui reste dans la copro est utilisé en faire du compost. C'est beaucoup mieux. Le meilleur compost, c'est celui qui ne bougera pas de l'immeuble ou de la copropriété ou de la maison. Et donc ça, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, lorsqu'on installe le dispositif, le composteur individuel ou partagé est proposé systématiquement. Bon, il y a des endroits où ça ne sera pas possible, ça n'existera pas parce qu'il n'y a pas d'espace qui permet de l'accueillir. Mais donc, on espère bien qu'il y ait à peu près, au final, à peu près 30% du volume global qui n'aille pas au centre de compostage. C'est plus facile en maison individuelle, on est tous d'accord. Hein, mais je crois qu'il y a 150 composteurs partagés actuellement dans l'agglomération. Ça fonctionne très très bien. C'est plutôt la problématique, c'est dans le suivi dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui le co-gèrent avec la copropriété. Et parfois, dans le temps, la personne peut déménager. Et voilà, donc il va falloir qu'on planche là aussi, peut-être avec une coopération avec les communes, pour qu'on voit comment on crée un réseau des composteurs partagés pour aider ceux qui s'arrêtent à redémarrer, par exemple. Très bien. Et Ilyes, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées par téléphone? Oui, j'ai encore 2 questions. Donc une pour continuer sur les encombrants. Pourquoi le changement de la politique pour les encombrants? Le numéro est-il gratuit? Et quelle organisation? Donc le numéro est gratuit, c'est un service public, il n'y a aucune raison que le service public fasse payer quelque chose. Alors pourquoi? C'est ce que j'ai esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on veut récupérer les encombrants pour qu'on les réemploie ou qu'on les répare. Et que jusqu'à présent, le système d'encombrants que vous connaissez dans la rue, en gros, soyons clairs, un canapé qui passe une nuit dans la rue, il est bon à jeter. Il y aura des animaux, il y aura des tas de choses qui vont lui arriver. S'il ne passe pas une nuit dans la rue, il peut être rénové. C'est aussi basique que ça. Mais il nous fallait une chaîne complète, de la collecte au pied des immeubles jusqu'à l'usine pour le stocker à l'abri. Et c'est pareil, une machine à laver, même réparable, si elle passe 2 jours dehors à attendre sous la pluie, il n'y a plus aucun composant électronique qui fonctionnera. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on change le système de collecte, parce que nous voulons récupérer ce qui est jeté. Si c'est possible, si ça ne l'est pas, c'est nous qui trierons pour le réenvoyer en déchetterie pour que ça soit démantelé ou détruit dans certains cas. Hein. Et on prendra aussi un canapé en mauvais état, mais nous voulons pouvoir le trier et récupérer ce qui est récupérable avant que ce soit trop tard. Lionel, c'est souvent qu'on nous demande pourquoi on change. Il y a aussi le fait que on préfère que la ville soit propre. La propreté de la ville, c'est la charge de la commune, comme tu l'as bien rappelé, et que aussi le dépôt de ces encombrants quelquefois reste plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc c'est pas forcément agréable pour tous les voisins. Donc ça, c'est aussi une question qui amène à avoir une ville plus propre avec des enlèvements qui sont bien organisés. Est-ce que j'ai pas expliqué peut-être, donc pour bien résumer, vous avez une machine à laver, un frigo, un meuble, une table, une armoire.
vous appelez le 0800 qui est gratuit, vous expliquez ce que vous avez à transporter, vous le décrivez simplement, hein, quel volume, voilà. L'opératrice va va noter tout ça. Vous allez être appelé quelques temps après, mais assez rapidement, par le prestataire qui va venir au pied de votre domicile pour refaire le tour de vos objets. Peut-être vous en aurez rajouté quelques-uns en plus, et vous fixez le jour et l'horaire. Voilà. Et ensuite, on vous demande de sortir ces éléments juste avant qu'ils viennent. Si possible, en étant présent, c'est encore mieux, de manière à ce que ça puisse être surveillé. Si c'est un objet qui a une petite valeur, il pourrait lui arriver des misères dans la rue. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que nous ne monterons pas dans les immeubles, nous ne sommes pas des déménageurs, nous sommes des collecteurs. Et donc, il reste à construire une solidarité, je pense que c'est familial, d'immeubles, pour aider les personnes les plus démunies du point de vue force à descendre ces objets. Moi, je pense qu'il faut aussi se servir de ce service pour dire, ben voilà, c'est simple, ça va partir, mais on va vous aider. C'est pas uniquement les employés qui viennent et qui font tout à domicile, qui viennent débrancher la machine à laver, nettoyer sous la machine à laver. Vous voyez, il y a quand même un travail d'accompagnement. Si on peut pas le faire soi-même, que la solidarité familiale n'existe pas, à ce moment-là, ben, c'est la solidarité tout court qui doit aider. Mais après, aujourd'hui, les objets qui traînent sur la voie publique, quelqu'un les descend. Hein. Voilà. Et oui, bien sûr. Et bien sûr aussi, on peut emmener ces encombrants à la déchetterie. Quand Athanor sera reconstruit, on aura une nouvelle déchetterie où on pourra effectivement mieux gérer la deuxième vie, la troisième vie de ces objets. Est-ce qu'il y a d'autres questions au téléphone ou... Oui. Oui. J'ai Madame Cholot, qui est une habitante du Haut-Mélan, qui a reçu un courrier de la métro le 21 janvier 2020 concernant un changement de ramassage de déchets, passant du collectif à l'individuel. Un courrier collectif a été envoyé à l'ancien maire de Mélan, ainsi qu'à l'ancien VP de la métro concernant ce changement et cette inquiétude de passer du collectif à l'individuel. Toujours pas de réponse, donc elle voulait savoir où ça en était. Je suis un peu démuni, peut-être que toi aussi, c'est trop précis, mais l'ancien VP, l'ancien maire, ils ne sont pas en ligne. Je sais qu'il y a eu question de, peut-être pas cette dame, mais d'autres personnes du Haut-Mélan m'ont indiqué effectivement qu'on allait, c'est peut-être relié à la question d'Edgar d'ailleurs, à mon avis c'était peut-être relié, c'est qu'effectivement il y avait des points collectifs, on a cru qu'ils allaient être arrêtés pour qu'on passe à un ramassage individuel. Et Edgar pose la question, quand les poubelles au poids par indexation, comme dans certaines villes, je ne sais pas si c'est relié à cette question ou pas, Lionel, où est-ce qu'on en est par rapport à cette question? Certains habitants se posent la question parce que certains ont été en vacances ailleurs et ont pu voir que les poubelles étaient, les bacs à déchets sont fermés et ne s'ouvrent qu'avec des codes ou je ne sais quoi, et qui sont pesés et individualisés. Alors, nous sommes en phase d'expérimentation dans ce domaine-là avec une douzaine de communes où donc je vous ai exposé que maintenant on peut qualifier, coder les bacs en regardant ce qu'il y a dedans, et du coup on peut aussi les coder sur est-ce qu'ils sont pleins, est-ce qu'ils sont à moitié vides, pourquoi ils sont dehors en fait, voilà. Et ça va nous permettre à terme, je ne peux pas aujourd'hui parler de date, d'arriver à indexer le financement, la fameuse taxe que nous payons en tant que propriétaire de logements ou de bâtiments, à l'indexer sur la fréquence de sortie. Nous, il y a deux systèmes où on pèse effectivement au poids, mais ça nécessite d'avoir des appareils extrêmement sophistiqués derrière les camions poubelles.
À l'échelle d'une métropole, c'est un peu disproportionné, c'est-à-dire qu'il faudrait nous mettre des équipements tellement onéreux pour une immense métropole que, en fait, personne dans les métropoles, ça se fera pas. Ça peut exister dans des communes, dans des petites communautés de communes. Mais par contre, donc notre réflexion aujourd'hui, c'est de mesurer la fréquence de sortie de poubelles et de dire, pour inciter les gens à trier, c'est-à-dire à changer de poubelle, de la poubelle grise à la poubelle verte, d'indexer le montant de la taxe là-dessus. Ça s'appelle la taxe incitative. Si on arrive à le mettre en œuvre, mais il y a tellement de disparités dans l'agglomération, parce que c'est un système qui marche très bien lorsqu'on a une maison et une poubelle individuelle. On sait quelle est la poubelle, et on peut dire, vous la sortez souvent, vous triez mal, vous payez plus. Ceux qui la sortent pas souvent, qui trient bien, ils payent moins. Par contre, quand on est à la Villeneuve, pour prendre un exemple de grande concentration urbaine, il n'y a aucune poubelle individuelle et on n'est que sur des bacs collectifs gigantesques pour 12 000 habitants. Donc du coup, ça n'aurait aucun impact. Vous voyez la problématique. Donc ce qu'on est en train de tester, c'est différentes solutions. On a testé le système de fermeture des poubelles avec des badges assez sains. On a les systèmes technologiques qui existent et on regarde si ça a des conséquences, notamment si les gens parce que ils peuvent mettre les poubelles à côté du conteneur du coup, donc c'est un peu ce qu'on a regardé. Donc c'est pas aujourd'hui mon message, c'est que ce n'est pas encore prêt, mais on avance sur un dispositif de cette nature. Dans les 3-4 prochaines années, il y aura une proposition de contrôle d'accès ou de gestion de la manière dont on sort les poubelles. Ok, merci. Cito Camodon continue par une autre question. Est-il possible de stocker une bonne partie des déchets d'été pour les brûler l'hiver et alors mieux profiter de la chaleur produite, j'imagine par le réseau de chauffage urbain, c'est ce qui est sous-entendu. Sinon, que faire de la chaleur l'été? Est-elle consommée à quelque chose? De nouveau, ça, c'est une question pour Lionel. C'est toujours pour moi. Alors, ce n'est pas nécessaire. L'idée, je l'ai déjà entendue, il y a des métropolitains qui m'en ont parlé. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Nous avons suffisamment à brûler en hiver pour chauffer. Et nous, quelque part, ce que j'exposais sur l'incinération, en fait, il faut qu'on baisse le volume de ce qu'on chauffe, enfin de ce qu'on brûle. Il faut qu'on en ait moins à brûler. On en a trop pour le réseau de chaleur tel qu'il est dimensionné. Il ne vous a pas échappé non plus que avec le dérèglement climatique, le besoin de chaleur, il évolue. On va moins chauffer parce qu'il fera plus chaud malheureusement pour la planète. Du coup, en fait, la bonne solution, c'est vraiment de réduire le volume des déchets. Par contre, derrière ça, il y a la seconde question que vous posez. Donc, je réponds clairement. On ne cherche pas une manière de stocker les déchets. D'ailleurs, on ne saurait pas faire parce que je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Imaginons qu'en été, on aurait 20% des déchets annuels. Ça ferait 40 000 tonnes. Vous imaginez où les stocker? Quelle montagne on fabriquerait pour pouvoir se les préserver? Il faudrait de toute manière les réduire en poudre, enfin faire quelque chose. Par contre, vous avez raison de poser la question sur, puisqu'on chauffe en été, on va juste produire de l'eau chaude sanitaire pour les douches et tout ça. Mais on est en train de réfléchir à la conversion de cette énergie en froid. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'usages où, à travers de la production électrique, en fait, on va chauffer, fabriquer de l'électricité, ce qu'on fait déjà à Tanor. En partie, et en plus du réseau de chaleur, on fabrique de l'électricité. Tanor est autoconsommateur de son électricité. On pourrait imaginer qu'on produise de la chaleur pour produire du froid et qui arriverait. Alors, ça a été évoqué au dernier Conseil métropolitain vendredi, cette question. La question, c'est qu'il faut refaire des réseaux de froid pour que ça arrive jusqu'aux immeubles. Mais par contre, on pourrait très bien imaginer que le froid qui est utilisé par votre supermarché Carrefour, il soit un froid issu d'Atanor. Et là, on serait très intelligent, qu'on pourrait imaginer de refroidir le CHU,
qui est pas très loin, avec des gros travaux. Et là, on serait vertueux, très utile dans la période climatique vers laquelle on va. Ouais, c'est tout à fait juste. Il y a une question de Serge Lepouec. Serge, donc, bonsoir à toutes. Serait-il envisageable de mettre en place des bacs afin de déposer des objets en bon état dans chaque quartier? Donc, ça, c'est plutôt une question pour Marie-Odile, mais de fait, on va plutôt s'appuyer sur les déchetteries, les donneries, les ressourceries, où ces systèmes-là vont être mis en place et organisés. Voilà. Quant au livre, je crois qu'il y a, je ne sais pas si Dominique va me confirmer, je crois qu'il y a un budget participatif qui a prévu des boîtes à livres. Oui. On peut confirmer ça pleinement, hein. Il y a donc des boîtes à livres qui sont prévues dans 4 quartiers de la ville. Et il n'y a pas effectivement, c'est un réemploi qui est fort vertueux. Mais c'est prévu. Oui, et il y aura aussi dans les parcs à terme. Ben Dans voilà. le cadre du budget participatif, il y en a 4. Et il y aura aussi des boîtes à livres dans les parcs, projet mené par Céline. Très bien, ben voilà. C'est des budgets participatifs, ça permet de faire un peu de publicité pour eux. C'est des budgets c'est des projets proposés par les habitants et qui sont soumis au vote des habitants, et des projets d'investissement, et qui après sont réalisés avec le temps dans la ville, et voire complétés, comme ça vient d'être dit, par les services et les élus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ilyes, de ton côté? Là, il est 20h30. Non, plus de questions. Merci. Il y a une dernière question qui me permet peut-être de finir et de saluer la pédagogie qui a été faite autour. Quelqu'un parle des messagers du tri. Je crois que c'est Robert qui en avait parlé pour améliorer la qualité. C'était des personnes qu'on voyait à l'époque. Il y a toujours, j'imagine, Lionel, des actions menées dans les écoles et pour améliorer le tri, parce que les enfants sont souvent un bon vecteur. C'est un vecteur, puis nécessairement, il faut le reproduire sans arrêt, puisque les enfants se renouvellent naturellement. Donc c'est toujours un dispositif. Il y a une équipe dédiée, il y a à peu près 25 messagers du tri pour l'agglomération. Il y en a 5, je crois, de mémoire, qui sont spécialisés pour les écoles. Et c'est un partenariat qu'il faut relancer aussi, parce que les enfants se renouvellent, les enseignants aussi. Donc du coup, il y a une mémoire qui n'existe pas forcément et qui peut disparaître dans une école, mais en tout cas, on est très réactif. L'équipe, je sais, réagit à la moindre demande. Ce qu'il faut, c'est construire la demande. Il faut que la commune, là, forcément, est impliquée, parce qu'on ne va pas intervenir dans une école sans que la commune valide l'intervention. Donc voilà, c'est effectivement les messagers sont un des volets. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les équipes de messagers pour des événements, pour de l'événementiel, une fête de quartier, une fête de l'environnement. On a aussi un dispositif qui est très pédagogique. Même si vous avez vous-même une déchetterie, on a une déchetterie déambulatoire. C'est en fait un plateau camion qui permet d'être installé à un endroit pendant une journée. Les voitures montent sur ce plateau camion et desservent des bennes de part et d'autre. Et ça permet d'expliquer les modalités du tri, les différents flux, et de préserver avec des explications, et de construire autour de ça, par exemple, une journée thématique collecte préservante des déchets. On est partant. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas un service qu'on installe dans tous les quartiers sans arrêt. On fait un événement avec, et à ce moment-là, on déploie les messagers du tri pour expliquer le tri des emballages, le tri des déchets alimentaires, le tri dans les déchetteries. On ne t'entend plus. Philippe, ton micro est coupé, je crois.
Ok, merci. Merci Lionel pour cela. Nous allons donc terminer cette heure citoyenne sur la gestion des déchets. Une dernière information, puisque c'est le temps de Noël qui est là, c'est que après les Noëls, il y a des collectes spécifiques qui sont mises en place par la métropole pour récupérer les sapins de Noël. Ça a été le cas les années précédentes, j'imagine que ça va être encore le cas, Lionel. Il y a quelques points dans la ville de Mélan. C'est l'opération avec le nom de code Sapinou. Sapinou. Eh bien, donc, très bien. Je ne sais pas où ils sont chez vous, mais il y en a chez vous. Non, mais il y en a à plusieurs endroits autour de barrières. Les gens peuvent déposer leurs sapins et les services retirent les arbres qui sont délaissés ici. Voilà. Ces arbres seront broyés. Ils ne vont pas au centre de compostage parce qu'ils peuvent avoir eu des traitements particuliers. Mais ils sont broyés et après, donc, ce broyat, c'est un partenariat avec la Buisse dans le Voironnais et ils reviennent, ça fait partie de ce qu'on va distribuer en broyat dans les déchetteries qui ont des bacs de distribution. Et très bien. Et voilà, vous pourrez les mettre dans vos jardins une fois qu'ils auront été transformés. Voilà, merci beaucoup pour la participation. Merci. C'était très intéressant. Et merci par la participation des personnes qui ont posé des questions sur Internet et par téléphone. Merci à vous toutes. Bonne soirée. L'émission continue avec le conseil municipal qui va reprendre de suite.